Aujourd'hui, il crache dans votre nourriture. Ces 4 mots, gribouillés à la hâte sur une serviette en lin plié, ont eu un impact plus grand que n'importe quel titre de journal. Ils ont arrêté le PDG milliardaire Malcolm Devo en plein milieu d'une bouchée, figeant la fourchette à quelques centimètres de sa bouche. Pour un homme qui avait survécu à des trahisons en conseil d'administration et à des krachs boursiers, c'était différent. Ce n'était pas des affaires, c'était personnel, et cela allait éclater en une histoire qui allait secouer toute une industrie et mettre en lumière l'expérience des Noirs. Malcolm n'était pas venu au crade pour le plaisir. Il était venu sous couverture, vêtu d'un simple sweat à capuche bleu marine et de baskets usées, pour enquêter sur des rumeurs qu'il ne pouvait ignorer. Un restaurant haut de gamme qu'il possédait discrètement à Charleston, en Caroline du Sud, avait été signalé dans une lettre anonyme pour un service à caractère raciste et des pratiques de cuisine suspectes. Il voulait voir par lui-même, seul. Sans entourage, sans traitement de faveur. Dès son entrée, il fut clair que les rumeurs n'étaient pas que des rumeurs. Il fut placé près des toilettes, ignoré pendant 10 bonnes minutes. Le serveur a carrément ignoré sa table. Et maintenant ceci, un mot d'une serveuse aux yeux remplis d'une peur silencieuse et aux chaussures usées jusqu'à la corde. Son nom était Naomi. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle a juste dit la vérité. Et cette vérité a fait tomber le masque d'un système poli et toxique. Ce n'est pas seulement une histoire de nourriture, c'est une histoire de courage, de ce qui se passe quand quelqu'un risque tout pour faire ce qui est juste. C'est l'histoire des couches cachées du racisme qui hantent encore les lieux de privilège, et comment la bravoure d'une femme a forcé un examen de conscience. C'est une histoire sur l'expérience des Noirs. Et si vous vous êtes déjà demandé comment la justice commence vraiment, c'est ainsi. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner pour plus d'histoires vraies qui comptent. Des histoires qui remuent l'âme et remettent en question le statu quo. Maintenant, respirez profondément car les 10 prochaines minutes changeront la façon dont vous voyez le pouvoir, la race et ce qui se passe quand une simple serviette se transforme en arme de vérité. Malcolm Devo était un homme qui transformait le silence en stratégie. À 46 ans, il était devenu l'un des PDG noirs les plus respectés d'Amérique. Prodige de la technologie devenu investisseur, il avait bâti son empire d'1 milliard de dollars non seulement par son génie, mais par sa précision. Chaque mot qu'il prononçait était mesuré. Chaque accord qu'il concluait était calculé. Il ne croyait pas à la chance. Il croyait aux données, à la discipline et à la dignité. Mais même les données n'auraient pu le préparer à la note que Naomi avait laissée sous sa tasse de café. Bien avant cette nuit-là, Malcolm connaissait le prix d'être sous-estimé. Élevé par sa grand-mère dans une petite ville de l'Alabama, il avait vu sa mère frotter les sols pour que son fils puisse porter une chemise sans trou à l'école. Son premier ordinateur venait d'un bac de dons d'une église. Son premier investissement, un fonds de bourse d'études qu'il avait créé à 24 ans grâce à la première grande introduction en bourse de sa start-up lancée dans son garage. Mais le succès n'efface pas la mémoire, il ne fait que l'enfouir plus profondément. Sur le papier, il était désormais le fondateur de Devo Capital Holdings, avec des intérêts dans l'énergie propre, la fintech et l'hôtellerie de luxe. Il conduisait une Tesla Model S noire, siégeait à 5 conseils d'administration et vivait dans un pantoux surplombant Central Park. Mais à huis clos, il était toujours cet enfant qui avait appris à nouer une cravate grâce à une vidéo YouTube avant sa première présentation aux investisseurs. Il ne s'habillait pas de manière ostentatoire. Pas de montre en or, pas de chaussures de créateur. Malcolm comprenait à quelle vitesse les gens jugeaient un homme noir par ce qu'il portait avant même d'écouter ce qu'il disait. Ainsi, lorsque cette lettre anonyme atterrit sur son bureau 2 semaines plus tôt, affirmant que l'un de ses restaurants phares maltraitait les clients et les employés noirs, il n'envoya pas d'avocat ni d'équipe de relations publiques. Il acheta un billet de Greyhound, enfila un sweat à capuche et alla lui-même au-devant du danger. Personne ne le reconnut lorsqu'il entra au crade ce soir-là. Et c'était précisément le but. Parfois, pour voir la vérité, il faut y disparaître. C'est ce que Malcolm avait appris. Il n'était pas seulement un PDG, il était un miroir. Et cette fois, il voulait que le système se voie lui-même, brut, non filtré et de près. Car le vrai leadership ne consiste pas à être vu, il consiste à voir ce que personne d'autre ne veut regarder. Le Cradle était le genre de restaurant où les gens baissaient la voix en entrant. Niché dans un manoir historique restauré du centre-ville de Charleston, il débordait de charme sudiste et d'exclusivité. Des rideaux de velours, des verres à bord dorés, une lumière tamisée qui donnait à chacun l'air 10% plus important. On ne venait pas ici seulement pour manger, on venait pour être vu.
Les murs étaient tapissés de portraits de généraux confédérés, commodément sans étiquette, comme si l'histoire pouvait être adoucie par un éclairage d'ambiance. Le nom, The Crad, le berceau, était un clin d'œil au passé de Charleston, le berceau de l'élégance du Sud, comme le proclamait fièrement leur site web. Mais pour Malcolm, avant même d'y mettre les pieds, le nom évoquait quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, le berceau de l'exclusion, du contrôle. Dès son entrée, le ton fut donné. L'hôtesse, une jeune femme blanche à la posture parfaite et au sourire professionnel, scanna ses vêtements comme s'ils représentaient une menace. Elle ne le reconnut pas. C'était le plan. Il avait choisi un simple sweat à capuche zippée, un jean foncé et des baskets sans marque. « Avez-vous une réservation » demanda-t-elle, sa voix monocorde. « Non » dit Malcolm, calme comme jamais. Elle expira lentement, jouant l'agacement comme si cela faisait partie de son travail. « Nous sommes complets ce soir, monsieur. Mais je suppose que nous pouvons vous placer au bar ou près de l'entrée de la cuisine. Cela vous conviendrait-il » Malcolm hocha la tête. « Bien sûr, ça me va. » Il la suivit à travers la grande salle à manger, passant devant des tables remplies de convives blancs en costume et robes de créateurs. Pas un seul visage noir en vue, sauf le personnel. Cette partie n'avait pas changé depuis les années 1800. Elle le conduisit à une table près des portes de service, où l'odeur de javel flottait chaque fois qu'elle s'ouvrait. Pas de bougies, pas de sourire, juste un menu claqué comme un avertissement. Malcolm s'assit tranquillement, observant la salle. Le personnel de service souriait plus largement aux tables avec des Rolex et des adhésions à des clubs privés. Le gérant, un homme blanc d'âge moyen aux cheveux gominés en arrière, faisait ses rondes comme un politicien lors d'une collecte de fonds, serrant des mains, riant trop fort. Mais ses yeux passèrent sur Malcolm comme s'il n'était pas là. Le crade n'était pas défectueux, il fonctionnait exactement comme il avait été conçu. Et Malcolm, observant tranquillement, le vit tel qu'il était, pas un restaurant, mais une performance, un endroit où les apparences importaient plus que les gens, où le passé s'habillait de beau linge et se nommait toujours tradition. Naomi Brooks se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à ne pas faire de bruit en marchant. À 25 ans, elle se portait avec la grâce tranquille de quelqu'un qui avait vu plus que sa part de jours difficiles. Elle n'était pas bruyante, elle n'était pas ostentatoire, mais il y avait quelque chose de tranchant derrière ses yeux doux, comme une lame enveloppée de velours. Elle avait autrefois rêvé de devenir avocate spécialisée dans les droits civiques. Elle était à mi-chemin de son diplôme de droit à Howard lorsque sa vie s'est brutalement transformée. Le diagnostic de cancer de sa mère est arrivé sans avertissement et avec encore moins de pitié. Les factures s'accumulaient plus vite que ses bourses ne pouvaient les couvrir. Alors, elle a quitté l'école, a fait ses bagages dans une seule valise, est retournée à Charleston et a pris le premier emploi qui l'engagerait sans poser de questions. Ce travail était au crade. L'argent était correct pour un emploi de service, mais l'atmosphère était étouffante. Naomi était la seule serveuse noire du personnel. La direction ne le disait pas à voix haute, mais elle le ressentait dans la façon dont il la programmait. Toujours en double quart, toujours coincée avec les tables les moins désirables, et d'une manière ou d'une autre toujours blâmée quand quelque chose tournait mal. Elle portait un sourire comme une armure, appelait chaque table « monsieur » ou « madame ». Elle versait le vin, débarrassait les assiettes et ravalait sa fierté quotidiennement. Mais même l'armure s'use. C'était la façon dont le gérant, M. Clay, la regardait comme si elle méritait à peine son temps. La façon dont les autres serveurs riaient lorsqu'elle ne recevait pas de pourboire. La façon dont le chef avait un jour blagué sur l'envoi du plat du jour aux tables noires. Elle ne riait jamais, elle se contentait de l'archiver. Elle n'était pas faible, elle observait, attendait, survivait. Mais ce soir était différent. L'homme de la table 14 ne correspondait pas au moule habituel. Il ne portait pas de Rolex et ne donnait pas d'ordre. Il était juste assis là, silencieux, observateur et étrangement calme. Quand elle l'a salué, il l'a regardé dans les yeux. Il a vraiment eu l'air de la voir, de la remarquer. Ce moment, aussi petit soit-il, a délié quelque chose en elle. Car Naomi n'était pas seulement une serveuse, elle était un témoin de chaque injustice silencieuse, de chaque insulte chuchotée, de chaque règle qui changeait selon qui franchissait la porte. Et ce soir, elle en avait assez d'observer. Ce soir, elle allait agir, même si cela lui coûtait tout. Le Presidential Prime n'était pas juste un steak, c'était un spectacle. 1,3 kg de bœuf wagyu avec os, affiné 90 jours. Terminé sous un dôme fumé au romarin,
soulevé à table par un serveur ganté. Il était accompagné d'une tour de pommes de terre au beurre et à la truffe crue et coûtait $700. Un plat destiné au spectacle, pas à l'âme. Quand Malcolm l'a commandé, Naomi cligna 2 fois des yeux. « Vous aimeriez le présidential prime » répéta-t-elle, sa voix ferme, mais l'estomac serré. Il hocha la tête, calme comme un lac, à point, et un verre de Cabernet Staghlin 2005. Une autre décision à $200. Naomi avait pris des commandes pour ce plat une douzaine de fois, toujours de la part de gestionnaires de fonds spéculatifs, de politiciens, d'influenceurs avec des cartes gold. Jamais de la part de quelqu'un en basket et en sweat à capuche. Jamais de la part de quelqu'un assis à la table près des portes battantes de la cuisine. Elle sentit des yeux sur elle. De l'autre côté de la salle à manger, Monsieur Clay se tenait les bras croisés, l'observant comme un faucon avec un calepin. Elle savait ce qu'il pensait, qu'elle perdait son temps, qu'un homme qui ressemblait à ça ne pouvait pas se permettre un tel steak, que si la note restait impayée, la faute lui en reviendrait. Elle hésita juste une seconde de trop. « Est-ce un problème » demanda Malcolm doucement, mais avec une pointe de fermeté. « Non, monsieur » dit-elle rapidement. « Tout de suite. » Elle fit volte-face et se dirigea vers le terminal de points de vente, son cœur battant contre ses côtes. Chaque serveur connaissait les règles. Si un client semblait douteux et commandait un repas coûteux, la direction s'attendait à une carte de crédit avant que la cuisine ne le prépare. Aucune exception. Mais Naomi ne fit pas ça. Elle saisit la commande comme si c'était n'importe quelle autre. Et lorsque l'écran clignota en rouge, nécessitant l'approbation du gérant, elle appuya sur « Passer outre » et passa son propre badge. Elle venait de prendre la responsabilité d'un steak à $700 et d'un accord mets-vin sur un coup de tête. Derrière elle, la voix de Monsieur Clay résonna dans le couloir. « A-t-il payé d'avance » ? « Non, monsieur » répondit-elle sans se retourner. « Alors, tu ferais mieux de prier pour qu'il le fasse » grogna-t-il. Mais Naomi ne priait pas, elle planifiait, car peut-être, juste peut-être, cet homme n'était pas là pour être servi. Peut-être était-il là pour voir. Et s'il l'était, il était sur le point de tout voir. Naomi avait vu beaucoup de choses se passer dans cette cuisine. Mais ce qu'elle vit ce soir brisa le dernier fragment de silence auquel elle s'était accrochée. Alors que le présidential prime était en préparation, elle remarqua le chef Rick, connu plus pour son attitude que pour son talent culinaire, se pencher sur le steak grésillant avec un sourire tordu. Puis vint l'acte, subtil, rapide, mais indéniable. Il cracha directement sur le steak, le retourna comme si de rien n'était. Le sous-chef rit. Naomi se figea. Sa première réaction fut le déni. Peut-être était-ce un accident. Peut-être n'avait-elle pas vu ce qu'elle pensait avoir vu, mais les rires disaient la vérité. Ce n'était pas nouveau, c'était normal. Et le steak était déjà dressé. La rage bouillonnait sous sa peau, chaude et vive, mais elle ne pouvait pas crier. Ne pouvait pas faire de scène. Pas encore. Elle regarda vers la salle à manger et vit Malcolm, toujours calme, toujours attentif. L'homme qui n'appartenait pas à cet endroit, qui commandait comme s'il y appartenait. Il ne savait pas qui il était, mais elle commençait à le suspecter, et cela changeait tout. Elle avait des secondes pour décider, ne rien dire et servir un repas contaminé à un homme qui pourrait détenir les clés de l'avenir de cet endroit, ou prendre un risque qui pourrait lui coûter son emploi sur le champ. Elle tendit la main dans la poche de son tablier et en sortit le stylo de service qu'elle portait toujours, attrapant une serviette en lin fraîche sur le support. Ses mains tremblaient alors qu'elle écrivait, l'encre sautant sur le fin tissu, « Il crache dans votre nourriture. Cet endroit n'est pas sûr. Demandez à voir les caméras de cuisine. » Pas de nom, pas de signature, juste une vérité étroitement pliée. Elle la glissa dans sa poche alors que le steak lui était remis sous un dôme argenté. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles alors qu'elle traversait la salle à manger avec l'assiette. Malcolm leva les yeux alors qu'elle approchait. Avec une grâce exercée, elle plaça l'assiette devant lui, souleva le dôme et dit doucement « Bon appétit, monsieur ». Il hocha la tête. Puis, tandis qu'elle débarrassait l'assiette à pain vide de sa main droite, sa gauche glissa la serviette juste sous le coin de son sous-plat. Une seconde plus tard, elle était partie. Pas de mots, pas de contact visuel, juste l'espoir silencieux que l'homme de la table 14 saurait lire un chuchotement écrit sur du tissu. Malcolm resta immobile un long moment, fixant la serviette pliée comme si c'était un fil sous tension. Il n'avait pas touché le steak, n'avait même pas soulevé son couteau.
quelque chose dans les yeux de Naomi lui avait dit d'attendre. Elle ne l'avait pas dit, mais l'urgence était inscrite dans toute sa posture, sa respiration, le léger tremblement de ses doigts. Il tendit la main lentement, avec précaution, et glissa la serviette dans sa paume, la dépliant. Les mots le fixèrent, clairs, inégaux, désespérés, il crache dans votre nourriture. Cet endroit n'est pas sûr. Demandez à voir les caméras de cuisine. Sa mâchoire se crispa. Chaque muscle de son visage devint immobile. Ce n'était pas le crachat qui l'avait atteint. Il avait mangé des choses bien pires pendant ces années à voyager incognito, à tester des systèmes, à tester des gens. Non. Ce qui fit grimper son attention en flèche, c'était la phrase « Cet endroit n'est pas sûr ». C'était plus large. C'était systémique. C'était la pourriture à la racine. Et Naomi, elle n'essayait pas seulement de le protéger, elle donnait l'alarme. Malcolm plia la serviette une fois de plus, la glissa dans la poche intérieure de son sweat à capuche et repoussa l'assiette. Il ne fit pas de scène. N'appela personne, pas encore. Il prit son téléphone, un ancien modèle de rechange qu'il utilisait pour ce genre de voyage, et ouvrit une application sécurisée. Quelques touches plus tard, un message était envoyé à son chef de la sécurité à New York, drapeau rouge au crâne. Récupérez les sauvegardes des caméras de cuisine pour ce soir. Vérifiez les dossiers du personnel. Discret, rapide, rapport complet. Puis il se leva et traversa la salle. Le gérant, Monsieur Clay, le remarqua. Ses yeux se plissèrent tandis que Malcolm s'approchait. « Tout va bien, monsieur ?» demanda Clay, souriant largement, mais cherchant un pourboire. La voix de Malcolm était calme mais froide, « Je voudrais vous parler en privé. » « À propos du repas ?»« Bien sûr, » dit Clay, désignant un couloir tapissé de cadres de récompenses et de faux certificats. À l'intérieur du bureau, Malcolm ne s'assit pas. Il laissa Clay parler d'abord, un discours policé sur l'expérience client et l'excellence de la présentation. Tout cela n'était que du bruit de fond. Finalement, Malcolm l'interrompit, « Je voudrais voir les caméras de votre cuisine tout de suite. » Le sourire de Clay vacilla. « Je vous demande pardon ? Vous m'avez bien entendu. » Et à ce moment-là, quelque chose changea dans les yeux de Malcolm. Le masque tomba. Le PDG était arrivé, et il en avait fini de faire semblant. Clay hésita juste assez longtemps pour confirmer ce que Malcolm soupçonnait déjà. Les caméras de cuisine, répéta-t-il, faisant traîner les choses. Elles servent principalement au contrôle des stocks, pas aux préoccupations du service client. Malcolm ne s'y a pas, c'est bon. Commençons par les images de ce soir, spécifiquement autour du moment où mon steak a été préparé. Clay se déplaça sur sa chaise. Je devrais obtenir une approbation. Notre système n'archive que par bloc de 30 minutes. De plus, certains flux bouclent automatiquement si la mémoire est pleine. Donc, malheureusement, nous pourrions ne pas avoir coupé court à l'histoire, l'interrompit Malcolm, sa voix grave et tranchante comme un rasoir. Clay leva les yeux, surpris par le changement soudain de ton. Je vous donne une chance de faire ça proprement, continua Malcolm. Vous êtes soit celui qui a aidé à découvrir un problème chez lui, soit celui qui l'a enterré. Le visage de Clay pâlit. Il tenta une dernière déviation. Monsieur, si je puis me permettre, qui êtes-vous exactement? Malcolm se pencha, juste assez pour que ses mots tombent comme un poids. Je suis l'homme qui signe vos chèques. Et si je vois un autre mensonge sortir de votre bouche, vous n'en aurez plus un autre à encaisser. La bouche de Clay s'ouvrit, puis se referma. Il se leva, agité, et se dirigea vers l'armoire du coin. Il tâtonna avec une clé, sortit un disque poussiéreux, le brancha au moniteur et commença à faire défiler des séquences fragmentées. Au moment où la station de préparation apparut, Malcolm croisa les bras. Clay cliqua pour avancer. Puis, brusquement, un saut. Un bug? Non, pas un bug, une coupure nette. La séquence sauta exactement 2 minutes et 12 secondes, juste au moment où Naomi aurait attendu la commande. Juste au moment où le steak était dressé. Clay fit semblant de taper à nouveau, mais Malcolm l'arrêta d'un seul mot, assez. Devant la porte du bureau, le bruit du restaurant continuait, le cliquetis des fourchettes, le versement du vin, les rires montant et descendant par vagues. À l'intérieur, le silence était chirurgical. Malcolm sortit son téléphone, envoya un deuxième message, séquence partielle, altération possible. Signalez Monsieur Clay,
interrogez le personnel. Préservez tous les fichiers. Il remit son téléphone dans sa poche et se tourna vers l'homme qui transpirait visiblement derrière le bureau. Vous en avez fini pour ce soir, dit Malcolm. Accompagnez-moi, puis rentrez chez vous, et je vous suggère fortement d'appeler un avocat. Monsieur Clay resta figé. Il n'avait aucune idée à quel point la tempête allait être profonde, mais le premier verrou avait tourné, et la porte n'était plus fermée. Le trajet de retour à son hôtel lui parut plus long qu'il ne l'était. Malcolm n'alluma pas la radio, il n'avait pas besoin de musique. Il avait besoin de silence, il avait besoin de concentration. Au moment où il arriva à sa suite, son équipe de sécurité avait déjà répondu. Ils avaient récupéré les flux de sauvegarde des serveurs cloud, bruts, non coupés et non altérés par aucune interférence locale. Ce que M. Clay avait essayé de cacher était maintenant mis à nu, image par image. Malcolm se versa un verre d'eau, s'assit à son bureau et ouvrit le fichier. C'était là, horodaté, limpide, Chef Rick se penchant sur le présidential prime. Il n'était ni pressé ni distrait. Il le fit avec pleine intention, un crachat, puis un sourire. Puis il se tourna vers le sous-chef qui rit et hocha la tête. L'audio était faible, mais juste assez fort pour l'entendre, c'est ce que tu obtiens pour avoir agi comme si tu étais à ta place ici, marmonna Rick. Malcolm se pencha en arrière sur sa chaise. Il ne ressentit aucun choc, aucune indignation, seulement une froide clarté. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un moment de mauvais jugement. C'était une culture, un système silencieux et les conçu pour humilier les gens comme lui dès qu'ils ne suivaient pas le scénario. Pire encore, les journaux vidéo montraient que ce n'était pas la première fois. Des séquences antérieures de la même semaine révélaient un autre incident, un couple noir assis dans le coin arrière, leur plat arrivant près de 30 minutes en retard. En coulisses, la cuisine riait. Chef Rick jeta un steak par terre avant de le remettre sur le grill. Ce n'était pas un incident isolé, c'était une politique déguisée. Malcolm cliqua sur enregistrer et chiffra les fichiers sur 2 serveurs distincts, l'un avec son équipe juridique, l'autre avec le chef des relations publiques. Le message qu'il inclut était simple, examen interne complet, entretien avec le personnel, formation d'urgence à la conformité. Pas un mot tant que je n'aurais pas donné le signal. Il regarda par la fenêtre, la ligne d'horizon de Charleston scintillant au-delà de la vitre. Ils avaient essayé de l'humilier, ils avaient échoué. Ce qu'ils avaient fait, c'était exposer une maladie qui était restée incontrôlée trop longtemps. Et maintenant, l'histoire ne concernait plus le steak, elle concernait la justice. Elle concernait le changement, et quelqu'un allait en rendre compte devant la caméra, sous serment, et sans avertissement. Le lendemain matin, Naomi arriva au travail épuisée. Elle n'avait pas vraiment dormi. Pas après ce qu'elle avait fait, pas après ce qu'elle avait vu. Chaque instant depuis qu'elle avait glissé cette serviette avait été un flou de doutes et d'appréhension. Elle n'arrêtait pas d'attendre l'appel, le message, la confrontation, quelque chose. Mais lorsqu'elle franchit la porte arrière du Cradle, personne ne dit un mot, pas de regards glaciaux, pas de sourires entendus, rien, jusqu'à ce que l'hôtesse chuchote, bureau de Monsieur Clay. Naomi se figea. Elle ne prit même pas la peine de pointer, elle se contenta de se retourner, de redresser son tablier et de marcher le long du couloir vers la porte du gérant. Elle s'attendait à Clay, peut-être même au chef des ressources humaines. Au pire, la sécurité. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à lui. Malcolm, toujours dans ce même sweat à capuche, toujours calme, mais cette fois il était debout. L'atmosphère dans la pièce changea. Naomi Brooks, dit-il, lui faisant signe de s'asseoir. Elle ne le fit pas, je sais, murmura-t-elle. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Il leva une main. Vous auriez dû, dit Malcolm. Et vous l'avez fait. Son cœur battait la chamade. Suis-je renvoyé? Il secoua la tête. Pas par moi. Naomi cligna des yeux. Je possède cet endroit, dit-il, à voix basse. Le bâtiment, la marque, les gens qui le gèrent et bien, ils répondent de moi. Ses jambes lâchèrent, elle s'assit. J'ai examiné les images. J'ai vu ce qui s'est passé dans cette cuisine. J'ai vu ce qui se passe ici depuis des mois, peut-être des années. Naomi baissa les yeux. Je ne savais pas à qui d'autre le dire. Et vous n'avez pas eu à le faire, répondit Malcolm. Vous avez fait plus que la plupart des gens ne feraient jamais. Il prit une inspiration. Alors, voici la vérité. Je peux faire fermer tout cet endroit aujourd'hui.
Je peux renvoyer tout le monde, renommer l'entreprise, repartir à zéro, et je le ferai. Mais avant cela, j'ai besoin d'une chose de votre part. Naomi leva les yeux, sa voix à peine un murmure. Quel choix? Il se pencha. Vous pouvez partir tranquillement. Je veillerai à ce que vous soyez pris en charge, une bourse, un nouvel emploi, tout ce dont vous avez besoin. Elle le regarda fixement. Ou, continua Malcolm, vous pouvez rester. M'aider à reconstruire cet endroit de l'intérieur, à partir de zéro, en tant que nouvelle directrice de l'éthique et de la culture. Le silence s'étira entre eux. La voix de Naomi trembla. Vous me faites vraiment confiance pour ça? Malcolm hocha la tête. Je l'ai déjà fait. Vous ne le saviez pas encore. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, Naomi respira sans crainte. Les 24 heures suivantes passèrent vite. À midi, The Crad n'était plus un restaurant, c'était une scène de crime en smoking. Malcolm agit avec précision, appel discret, coordination infaillible. Son équipe juridique arriva de New York. Son équipe de relations publiques rédigeait déjà la déclaration. Mais il ne se cachait pas derrière des remarques préparées, pas cette fois. À 12h30 précise, 2 SUV banalisés s'arrêtèrent devant l'entrée principale. La clientèle du déjeuner commençait tout juste à affluer, des hommes en costumes impeccables, des femmes en perles et vestes pastel, lorsque les portes s'ouvrirent et que 2 agents fédéraux en civil entrèrent. Ils ne crièrent pas, ils n'en avaient pas besoin. Ils allèrent directement à la cuisine. Le chef Rick ne réussit même pas à atteindre la sortie de secours. Il fut escorté par la porte d'entrée, portant toujours son tablier taché. Le sous-chef suivit. Puis Monsieur Clay. 3 arrestations, un jour, pas de négociation. Le personnel était stupéfait, certains figés, d'autres applaudissant doucement. Quelques-uns regardaient simplement, la bouche ouverte, tandis que les hommes qu'ils craignaient autrefois étaient conduits comme des voleurs. Dehors, Malcolm s'approcha du podium, désormais placé sur les marches d'entrée. Les journalistes se rassemblaient déjà, micro pointé, caméra tournant. Il ne parla pas avec fureur, il parla avec des faits. Hier, je suis entré dans ce bâtiment en tant que client. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que son propriétaire, et ce que j'ai vu à l'intérieur de ce restaurant, ce que j'ai découvert, ne reflète pas les valeurs de Devo Holdings ou de cette communauté. Il marqua une pause, ses yeux balayant la foule. Ce n'était pas une pomme pourrie, c'était un arbre brisé, et nous le coupons. Il fit ensuite un geste vers Naomi, qui se tenait tranquillement à sa droite dans un chemisier et un pantalon bleu marine sur mesure. Elle ne sourit pas, elle ne fit pas signe, mais elle se tenait droite. Cette femme, dit Malcolm, a fait preuve de plus d'intégrité en une nuit que la plupart des cadres en une carrière. Elle est la raison pour laquelle cette vérité a éclaté, et elle est la raison pour laquelle cet endroit a un avenir. La gorge de Naomi se serra. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas polis, ils étaient réels, ils étaient mérités. Malcolm termina par une dernière déclaration, courte et percutante. Nous ne fermons pas The Crad, nous le reconstruisons de l'intérieur. Et cette fois, il va servir plus que de la nourriture, il va servir la justice. Pas de script, pas de détournement, juste la vérité exposée au grand jour. Naomi n'avait jamais porté de veste de costume coûtant plus cher que son loyer. Jusqu'à maintenant, 2 semaines après les arrestations, The Crad restait fermé au public. Mais les lumières à l'intérieur étaient allumées, la cuisine avait été vidée, les murs repeints, les uniformes redessinés, les portraits confédérés disparus, remplacés par des images encadrées de pionniers noirs méconnus de Charleston, chefs, artistes, leaders communautaires. Et au centre de tout cela, Naomi Brooks était assise à son nouveau bureau dans un bureau qui appartenait autrefois à Monsieur Clay. Elle n'était pas encore habituée au titre de « directrice de l'éthique et de la culture ». Cela sonnait corporate, lourd, mais Malcolm avait insisté sur le fait que cela signifiait plus que la politique, cela signifiait la présence. Elle n'était pas seulement là pour signer des papiers ou assister à des inaugurations. Elle était là pour reconstruire la confiance de l'intérieur vers l'extérieur. Son premier jour dans ce rôle, elle commença par une réunion de tout le personnel. Pas de costume, pas de script, juste un cercle de chaises dans la salle à manger. Certaines personnes ne pouvaient pas la regarder dans les yeux. Quelques-unes chuchotaient encore derrière son dos, mais la plupart écoutaient. Elle leur raconta ce qui s'était passé, non pas avec honte, mais avec force. Elle expliqua pourquoi la culture avait échoué, pourquoi le silence n'est jamais neutre,
et comment ils allaient tous faire mieux ensemble. Elle créa un système de signalement anonyme, déploya des formations obligatoires sur les préjugés, tint des sessions de feedback hebdomadaires, embaucha de nouveaux gérants, des personnes qui ressemblaient à la communauté qu'ils servaient. Elle fit aussi quelque chose d'inattendu, elle retourna à l'école. Malcolm avait offert de couvrir ses frais de scolarité si jamais elle voulait terminer son diplôme de droit, et elle avait dit oui, à temps partiel, le soir et le week-end. Parce que la justice ne s'arrêtait pas à un seul restaurant. Et pourtant, Naomi ne marchait plus comme une étudiante. Elle marchait comme quelqu'un qui avait traversé le feu et en était sorti purifié. Les gens commencèrent à lui poser des questions, de vraies questions, non seulement sur la politique, mais sur l'appartenance, sur la dignité, sur la façon de s'exprimer quand c'est effrayant. Et chaque fois que quelqu'un demandait, elle racontait la même histoire, une serviette pliée, un risque, un homme qui avait écouté, et un travail qui n'était jamais seulement une question de pourboire. C'était une question de vérité. Naomi Brooks n'était plus une serveuse, elle servait désormais quelque chose de bien plus important. Et le monde était enfin prêt à entendre sa voix. Ce n'est pas une conférence de presse qui a changé The Cradle. Ce n'était pas la police, ni les poursuites judiciaires, ni les gros titres. C'était une serviette pliée en deux, écrite à la hâte, livrée en silence. C'est tout ce qu'il a fallu pour exposer un système de cruauté silencieuse, une culture se cachant derrière des nappes en lin et des cartes des vins soigneusement élaborées. Un simple acte de courage à allumer une allumette dans une pièce imprégnée d'essence. Et le feu n'a pas tout détruit, il a révélé ce qui était déjà en train de pourrir. La leçon ici ne concerne pas seulement les restaurants ou la gestion, elle concerne les gens ordinaires occupant des emplois modestes et accomplissant des choses extraordinaires. Naomi n'avait pas de pouvoir, elle n'avait pas de titre, mais elle avait de la clarté. Elle a vu quelque chose d'anormal, et au lieu de détourner le regard, elle a agi. Elle n'a pas crié, elle n'a pas protesté. Elle a écrit la vérité et l'a transmise à quelqu'un qui écouterait. Et c'est le cœur de cette histoire sur l'expérience noire, que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est ni grandiose ni bruyante. C'est la décision de risquer sa sécurité, son salaire, son avenir, pour protéger quelque chose de plus grand que soi. Et c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir de reconnaître cette bravoure et d'en faire quelque chose. Malcolm Devo l'a fait. Et grâce à cela, un empire ne s'est pas effondré, il a évolué. Alors, voici la question pour vous, quelle injustice avez-vous vue et sur laquelle vous êtes resté silencieux? Et plus important encore, qu'est-ce qui pourrait changer si vous preniez la parole? Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait ressentir quelque chose, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que l'intégrité compte toujours, que le courage est contagieux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci des vraies, des brutes, celles qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires, abonnez-vous. Parce que parfois, ce ne sont pas les grands discours ou les grandes manifestations qui changent le monde, parfois, c'est juste une serviette et quelqu'un d'assez courageux pour y écrire la vérité.